En 1971, un homme détourne un avion, demande 200 000 $ et saute en parachute en plein vol. On ne le reverra jamais. C'est le seul pirate de l'air qui a peut-être gagné. Le FBI l'a cherché pendant plus de 45 ans et aujourd'hui encore, personne ne sait qui il était. Chapitre 1. Un vol parfaitement banal. Le 24 novembre 1971, à l'aéroport de Portland dans l'Oregon, un homme d'une quarantaine d'années bien habillé, costume sombre, cravate noire, achète un billet aller simple pour Seattle avec du cash. Il se présente sous le nom de Dan Cooper, il fait environ 1,80 m, il a les cheveux bruns peignés en arrière, la peau mate, les yeux marrons, rien d'extraordinaire, un homme d'affaires plutôt banal. Il monte à bord du vol 305 de Northwest Orient Airlines, un Boeing 727 avec 36 passagers et 6 membres d'équipage. L'avion décolle à 14h50. Peu après, Dan commande un whisky coca. Ça va, on se fait pas chier. Allume une cigarette et glisse un mot à l'hôtesse Florence Schaffner. Elle pense tout de suite qu'il s'agit d'un numéro de téléphone d'un homme d'affaires qui se sent seul, un mec qui a juste envie de baiser quoi. Donc elle range le bout de papier directement dans sa poche sans regarder. En voyant ça, Dan s'approche d'elle et lui murmure « Mademoiselle, vous devriez regarder ce mot, j'ai une bombe. » Florence ouvre donc le petit papier et là, elle y lit en grosses lettres « Mademoiselle, j'ai une bombe dans ma mallette, asseyez-vous à côté de moi ». Elle pense d'abord à une blague, mais il ouvre sa mallette et elle y voit des cylindres rouges, des fils et une pile. Elle comprend donc qu'il s'agit d'une vraie bombe. Cooper est calme et il liste ses demandes. 200 000 $ en billets de 20 et 4 parachutes. Je me suis demandé pourquoi 4, je vous avoue, puis après quelques recherches, j'ai compris. Il s'agissait en fait d'une ruse de Cooper pour éviter que le FBI ne sabote le matériel, puisqu'il pourrait très bien prendre des otages avec lui. Il demande aussi qu'il n'y ait pas de police à Seattle, autrement, il fait tout exploser. L'avion tourne en rond au-dessus du détroit de Puget Sound pendant 2 heures. Le FBI et la compagnie préparent tout. L'argent, équivalent aujourd'hui à 1,6 million $, et les 4 parachutes. Cooper discute avec l'hôtesse Tina McClough, il connaît la région, pointe Tacoma du doigt, semble avoir une rancœur, mais pas envers la compagnie aérienne. Ah oui, au fait la bombe, c'est pas une vraie, c'est juste une bombe factice, mais très convaincante. Chapitre 2, la rançon et le redécollage. À 17h45, l'avion atterrit enfin à Seattle. Les 36 passagers descendent tranquillement, ils sont enfin libérés. D'ailleurs, sachez qu'ils ignorent tout du drame à ce moment-là. Cooper inspecte minutieusement les 200 000 $, il vérifie chaque paquet de billets, les fourre dans un sac, puis examine les 4 parachutes. Tout est en ordre. L'équipage, lui, reste à bord sous la menace. Seule Tina McClough, la jeune hôtesse de 22 ans qui a passé des heures avec lui, reste en cabine pour faire l'intermédiaire. L'avion est ravitaillé en carburant et Cooper impose ses nouvelles conditions. Direction Mexico City, à basse altitude, environ 3000 mètres, et à une vitesse réduite. À 19h40, sous une pluie battante et dans une nuit déjà noire, l'avion redécolle. À l'arrière, Tina est toujours là, seule avec lui, dans la cabine vide. La tension est palpable. Cooper s'équipe calmement, il attache la sacoche pleine d'argent autour de sa taille avec une corde de parachute et il enfile un harnais. Peu après le décollage, Cooper ordonne à Tina d'abaisser l'escalier arrière. Tina panique, elle a une peur bleue d'être aspirée dehors dans le vide. Une peur plutôt rationnelle si vous voulez mon avis. Elle communique avec le cockpit, l'équipage propose qu'elle vienne devant chercher une corde pour qu'elle puisse s'attacher à un siège. Mais Cooper refuse net. Non, je ne veux personne qui vienne devant, ni que l'équipage sorte du cockpit. Tina insiste terrifiée. Elle supplie Cooper de couper l'une des cordes de ses 4 parachutes pour qu'elle puisse se faire une ligne de sécurité. Cooper reste calme, il accepte l'idée implicitement, mais dit « Je vais baisser l'escalier moi-même. » Puis il lui ordonne d'aller rejoindre l'équipage dans le cockpit, de fermer le rideau entre la première classe et le reste, et de ne plus jamais revenir. Tina obéit, le cœur battant. Elle est la dernière personne à avoir vu D.B. Cooper vivant. Quelques minutes plus tard, vers 20h13, au-dessus des forêts sauvages
du sud-ouest de Washington, une lumière s'allume dans le cockpit. L'escalier arrière vient d'être déployé. L'escalier s'abaisse doucement dans le vide, et là, Cooper saute. Dehors, c'est l'enfer. Température glaciale, forte pluie, vent violent et obscurité totale. L'avion poursuit sa route et atterrit plus tard à l'aéroport de Reno dans le Nevada. Les autorités montent à bord, mais la cabine arrière est vide. DB Cooper s'est littéralement évaporé dans la nuit. Chapitre 3. L'enquête et les indices. Le FBI lance alors la plus grande chasse à l'homme de l'histoire, l'opération Nordjak. Des centaines d'agents, des hélicoptères, des chiens, des bateaux, ils ratissent des milliers d'hectares de forêts denses, de lacs, de rivières dans le sud-ouest de l'État de Washington. Mais rien, pas de corps, pas de parachute, ni d'argent, pas la moindre trace. Pourtant, Cooper a laissé derrière lui quelques indices. Sa cravate noire oubliée sur son siège, une cravate à clip qui contient des particules de titane pur, un métal utilisé dans l'industrie aéronautique, 8 mégots de cigarettes et des empreintes digitales sur le magazine qu'il lisait en vol. Des portraits robots sont établis et diffusés dans tout le pays. Mais malgré ça, aucune piste solide. Et puis, 9 ans plus tard, en février 1980, coup de théâtre inattendu. Un enfant de 8 ans, Brian Ingram, en vacances avec sa famille sur une plage de la Columbia River, creuse un trou dans le sable pour faire un château. Et là, il tombe sur des paquets de billets de 20 $ abîmés et décomposés par l'eau. Au total, c'est 5 880 $ qui sont retrouvés ce jour-là. Les numéros de série correspondent exactement à ceux donnés lors de la rançon. C'est la seule preuve physique qui prouve que l'argent a bel et bien atterri quelque part. Mais le reste des 194 000 $ n'a jamais été retrouvé. Ces indices intriguent encore aujourd'hui. Comment Cooper connaissait-il si bien le Boeing 727 ? L'escalier arrière déployable en vol, c'était une technologie ultra secrète à l'époque. Était-il un ancien parachutiste ? Un employé de Boeing ? Quelqu'un qui en voulait à l'industrie aéronautique ? Chapitre 4. Théorie et suspect. L'enquête a duré des décennies avec des centaines de suspects interrogés, mais aucune preuve définitive. L'affaire DB Cooper reste à ce jour le seul détournement d'avion non résolu dans l'histoire américaine. Mais alors, qui était vraiment cet homme ? Génie du crime, amateur chanceux ou victime de son propre plan ? Les théories se multiplient. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Amateur chanceux, est-ce qu'il est mort pendant la chute ? D'un côté, beaucoup pensent qu'il est mort cette nuit-là, saut dans une tempête glaciale, sans vêtements adaptés, dans une zone sauvage. Les chances de survie étaient minces. L'argent jamais retrouvé, sauf ces quelques billets, semble confirmer que la sacoche a été perdue, ou qu'il n'a jamais atteint le sol vivant. De l'autre, certains imaginent qu'il a réussi le coup parfait. Atterrissage discret, vie tranquille ensuite, sans toucher à la rançon pour éviter les soupçons. J'avoue, j'aurais du mal à y croire, puisque à quoi bon voler 200 000 $ si c'est pour pas les utiliser ensuite ? Et les suspects alors ? Il y en a eu des centaines, mais quelques-uns reviennent souvent. Richard Floyd McCoy par exemple. Quelques mois après Cooper, il détourne un avion de manière quasi identique, et se fait arrêter. Un copycat ou le même homme ? Mais les preuves ne collent pas. Robert Rackstraw, un ancien militaire avec des compétences de parachutisme, une connaissance approfondie des explosifs et un passé trouble. Des documentaires l'ont pointé du doigt, mais le FBI l'a innocenté. Il y a aussi L.D. Cooper, Sheridan Peterson et des dizaines d'autres suspects. Des analyses récentes sur la cravate ont même relancé de nouvelles pistes, grâce au titane pur qui est souvent utilisé dans l'industrie aérospatiale. Et en 2016, le FBI finit par clore le dossier de l'enquête. Au final, rien de concluant. Cooper a peut-être emporté son secret dans la tombe, ou alors il rit encore de la police aujourd'hui. DB Cooper, génie criminel ou amateur chanceux, son coup a changé l'aviation, détecteur de métaux, contrôle des bagages, qu'en était-il vraiment ? Dites-moi en commentaire votre théorie, si vous avez aimé, lâchez un petit like, partagez, et on se retrouve bientôt sur Twitch ou sur YouTube pour de nouvelles histoires. Bisous, bye!